bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Catherine Meurice. Bonsoir professeur Marx. Professeur Marx. Mais bon, vous avez pris les bonnes habitudes, c'est oui. Bien. Et bienvenue au Collège de France pour une rencontre qui est la première dans son genre. Vous connaissez la devise du Collège de France, elle est affichée un peu partout sur des mosaïques ici ou là. Omnia docet, hein, tout enseigné, tout enseigné. Et avouons-le, il n'est pas toujours facile d'être à la hauteur de l'ambition fixée par cette devise quand on ne dispose que d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de professeurs pour couvrir le champ du savoir. Mais ce soir, avec Catherine Meurice, c'est un nouveau pan du savoir et des arts qui fait son entrée dans les domaines d'expertise du collège, la bande dessinée. J'ai dit « fait son entrée ». En vérité, ce n'est pas tout à fait exact, car l'entrée de la bande dessinée au Collège de France a fait l'objet, si je puis dire, d'un feuilleton avec de multiples rebondissements, dont je rappellerai brièvement l'historique. La présente invitation avait été initialement faite dans le cadre de BD 2020, c'est-à-dire l'année de la bande dessinée, et donc dans le cadre d'un partenariat avec le Centre national du livre. Or, vous savez ce qui est arrivé, je ne l'apprends à personne. Comme dans une BD de science-fiction, la pandémie a obligé à ajourner BD 2020 à cause d'un méchant virus. Et seul Benoît Peeters a réussi à prononcer sa conférence inaugurale qui ouvrait magnifiquement le cycle le 7 octobre 2020. Mais le Collège de France, nous ne sommes plus en 2020, mais le Collège de France est fidèle à ses engagements. Et si nous ne sommes plus à proprement parler dans le cadre de BD 2020, nous restons malgré tout convaincus de l'intérêt de parler de bande dessinée, de montrer de la bande dessinée, ce que nous allons faire à l'instant, et de la montrer dans ces murs qui déjà, en 1530, accueillaient des enseignements, non pas de bande dessinée, mais de grec et d'hébreu, et qui n'avaient pas droit de citer à l'université. Donc nous restons par là fidèles à une tradition d'ouverture au savoir et aux arts tenus en marge de l'institution. Et j'annonce tout de suite qu'après la présente soirée, deux autres invitations, deux autres soirées, deux autres entretiens prolongeront ce cycle avec Emmanuel Guibert, qui sera le 10 novembre en conversation avec Patrick Boucheron, et Jean-Marc Rochette, le 24 novembre, qui sera en conversation avec Vinciane Pirenne-Delforge. Mais ce soir, donc, c'est Catherine Meurice que j'ai le plaisir d'accueillir, et à bien des égards, commencer avec vous cette série sur la bande dessinée, Catherine, je trouve, tombe parfaitement bien. Car alors que je viens de dire que nous aimons au collège explorer les marges de l'institution, voici que, avec l'esprit de provocation qui caractérise votre œuvre, vous me faites aussitôt mentir. En effet, vous appartenez maintenant à l'institution, puisque, avec vous, c'est une académicienne que j'accueille. En 2020, en effet, vous avez été élu membre de l'Académie des Beaux-Arts et vous avez ainsi fait entrer pour la première fois la bande dessinée à l'Institut de France. Alors, je n'ose pas dire que cette élection fut le couronnement d'une carrière, car vous êtes né en 1980 et vous avez à peine donc plus de 40 ans. Mais cette carrière, je vais la récapituler brièvement pour le public, avant de l'examiner plus en détail avec vous et de parcourir votre œuvre. Après un cursus de lettres modernes, vous avez fait vos études à l'école Estienne, puis à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, donc qu'on appelle familièrement les arts déco. Et votre travail d'auteur de bande dessinée illustre exemplairement tous les aspects, je trouve, tous les usages de la bande dessinée, comme dessinatrice, comme autrice, c'est-à-dire vraiment créatrice totale d'une œuvre, d'album, comme caricaturiste, comme reporter, et aussi comme illustratrice d'albums pour la jeunesse. Vous avez travaillé pendant 15 ans dans de nombreux titres de presse, Le Monde, Libération, Les Échos, l'Obs, entre autres, et aussi, plus particulièrement, à Charlie Hebdo. Charlie Hebdo qui a été, pendant plus de 10 ans, votre principal port d'attache dans la presse.
Vos premiers albums sont Mes hommes de lettres, Le Pont des Arts, chez Sarbacane, on y reviendra, Moderne Olympia, chez Futuropolis, avec le musée d'Orsay, et Drôle de femme, chez Dargaud, que vous avez fait avec Julie Birman. Et puis a lieu l'événement tragique, l'événement historique, qui marque, me semble-t-il, un tournant dans votre œuvre, mais nous allons en parler. Il s'agit évidemment de l'attentat contre Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, ce massacre, il faut le dire, auquel vous avez échappé par un concours de circonstances presque miraculeux. Et vous publiez en 2016 La légèreté, qui est le récit bouleversant de votre retour à la vie, votre retour au dessin et votre retour à la mémoire. Puis après, un autre album qui est Scènes de la vie hormonale, qui reprend une partie de votre travail à Charlie Hebdo, paraît Les grands espaces, où vous évoquez votre enfance à la campagne. En 2019, vous publiez Delacroix, qui est une adaptation graphique très personnelle des mémoires d'Alexandre Dumas, qui était un grand ami d'Eugène Delacroix, le peintre. Et enfin, votre nouvel album, que je présente ici en avant-première, La jeune femme et la mère, et qui sera en librairie à partir du 29 octobre, donc à la fin de ce mois, dans une semaine, chez Dargaud. C'est un album qui a pour décor le Japon, après un séjour, enfin 2 séjours en vérité, mais un séjour entre autres que vous avez fait à la villa Kujoyama à Kyoto. Voilà pour l'introduction un peu générale du parcours que nous allons voir plus en détail en commentant vos dessins. Je voulais commencer par une appréciation qui a été faite sur votre œuvre en 2014 par une journaliste de Télérama qui qualifiait vos albums, je cite, de gracieux, érudits et un peu trash. Gracieux, érudit, un peu trash. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? Oui. Oui, enfin, gracieux, j'espère. Gracieux, ça doit être l'influence de mes modèles illustrateurs magnifiques. Je pense notamment à Quentin Blake, on aura l'occasion sans doute d'en reparler, mais, parce que pour moi, l'adjectif gracieux, c'est tout de suite Quentin Blake. Voilà, donc, qui m'a beaucoup éclairé. Érudit, bon, j'aime pas trop ce mot. Je trouve qu'il est trop sérieux pour moi. Je crois que je suis une fausse érudite, une érudite en patin à roulettes qui va parfois un petit peu vite. Enfin bon, bref, pourquoi pas. Disons que en effet, je mets dans mes bandes dessinées des extraits de livres, etc., des choses, des connaissances que je n'ai pas envie de perdre. Et trash, ça devait être... Je crois que la citation, elle date de ma période Charlie Hebdo. Donc oui, trash, c'est plutôt peut-être un petit peu insolente. Voilà, que veut dire trash exactement? Oui, quelle est la définition de trash? Non, mais un peu de provocation, de la bien-pensance. Voilà, ça, je crois que c'est ce que j'ai appris à Charlie, ou ce que j'ai peaufiné pendant mes années Charlie. Et puis parler de choses qu'en général on laisse sous le boisseau, genre la sexualité, par exemple. Par exemple, oui. Ça, c'est quand même assez présent, je trouve, dans l'œuvre. Je trouvais que les termes étaient tout à fait adéquats. Alors, érudit, c'est vrai, le terme est un peu exagéré, sans doute, cultivé, je dirais. C'est plutôt la haute culture. Exagéré dans le sens que, effectivement, ça renverrait à l'austérité, mais la culture est très présente, on aura l'occasion d'y revenir. Mais je dirais que les 3 termes définissent plus ou moins 3 pôles, en vérité, de votre œuvre qui apparaissent, qui sont plus ou moins présents. La grâce est partout présente, je vous rassure. Merci, professeur Marx. Bon, après, j'arrête avec professeur Marx. Mais qui sont de manière plus ou moins présente et avec plus ou moins un accent sur l'un ou l'autre dans les différentes œuvres. Donc, je crois que nous pourrions placer cet entretien sous le triple signe de la grâce, de la culture et de l'érudition et du trash. Voilà. Parfait. Il y aura juste ce qu'il faut de trash ici. Pas trop, pas assez peut-être. Jamais soit trop, soit assez. Ma première question serait toute simple. Et c'est une question que je me pose, parce que c'est une question qu'on peut poser à tout artiste, mais à toute personne qui fait carrière dans un quelconque métier, un métier d'artiste. En gros, c'est comment on devient
comment on devient autrice de bande dessinée. C'est un peu un mystère. Et pour l'illustrer, et après je vous laisse la parole, parce que je ne veux pas la monopoliser, je voulais prendre une ou deux, voire trois planches en vérité, des grands espaces où vous représentez, je ne sais pas quelle est la part, vous allez nous dire, la part de fiction ou d'autobiographie, ou d'autofiction plutôt, dans cet album. Mais l'un des moments importants de l'album, c'est précisément ce moment où vous racontez, vous êtes adolescente à ce moment-là, me semble-t-il. Oui, 10 ans, enfin, on ne sait pas trop, 10 ans, voilà. 12 ans, oui. Et vous racontez votre vocation. Alors, on retrouve dans ces doubles pages un peu à la fois tout, c'est-à-dire la grâce, l'érudition et le trash, puisque je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais bon, il y a une dimension un peu sexuelle qui est très présente dans les deux premières vignettes, et puis dans le dessin que vous faites de votre copain de classe nu. Je ne suis pas sûr que c'est... Enfin, c'est très pudique, c'est très pudique. Hein. C'est trash et pudique, vous ne trouvez pas? Pudique, enfin bon quand même. Mais c'est quelqu'un qui vous avait un peu harcelé, si j'ai bien compris, dans la BD. Et il y a, malgré tout, il y a cette vocation de dessinatrice que vous avez, et puis il y a cette présence de la culture qui est présente avec les références culturelles. On reconnaît évidemment l'embarquement pour Cythère de Watteau ici, qui vous paraît aussi l'équivalent de votre goût pour la nature. Il y a la nature aussi qui est présente, qui est ce thème très, très important. Et il y a aussi, alors vous racontez en fait que, je ne sais pas quel âge vous aviez à ce moment-là, vous avez participé à un concours pour une publicité pour le Cabicou, enfin un fromage de chèvre. Il s'agissait, alors j'ai grandi dans les Deux-Sèvres, des grands espaces se passent dans ce Poitou que j'ai beaucoup aimé, où je me suis beaucoup amusée enfant. Et j'ai dessiné, je dessine depuis toujours, je pense que tous les dessinateurs vous diront, vous feront la même réponse. Et pendant toute mon enfance, je me suis amusée, avec ma sœur d'ailleurs, qui dessinait également, je me suis amusée à participer à des concours, des concours de dessin. Et une fois, on a une équipe locale, enfin de la municipalité, la mairie voisine du village où j'ai grandi, m'a appelée, connaissait un petit peu mes talents, c'était un bien grand mot à l'époque de dessinatrice, et m'avait commandé une affiche pour le festival du fromage de chèvre local, parce que le fromage de chèvre, c'est quelque chose d'important dans les Deux-Sèvres. Alors il s'agit en réalité du chabichou, mais comme je ne voulais pas avoir de problème avec les marques, j'ai inventé un fromage qui s'appelle le cabicou. Et la députée des Deux-Sèvres d'alors était Ségolène Royal. Donc on m'avait appelé pour me dire que est-ce que vous pouvez nous faire l'affiche de ce fromage de chèvre qui sera, ce festival sera présidé par Madame Royal, etc. Bon, j'étais enchantée. Alors j'avais 16 ans à l'époque. Dans cette bande dessinée, je trafique un petit peu les dates, bien sûr. On ne fait que mentir, vous savez bien, littérature. Comme Marcel Proust. Exactement, je fais tout comme Marcel. Mais... On ne sait jamais quel âge il a. Voilà. Et j'étais absolument enchantée d'avoir cette commande qui était, mine de rien, ma première commande professionnelle. Donc je réalise, alors j'étais déjà très, très romantique à l'époque, j'étais à mi-chemin entre le journal de Mickey, Gottlieb et les Beaux-Arts et la peinture, et j'ai choisi de m'inspirer d'un tableau de Courbet que vous voyez en bas à droite, c'est le hamac, je crois, pardon, je ne sais plus comment s'appelle ce tableau, La Belle Endormie, je crois, je ne sais plus. Oui, je ne suis pas complètement érudite. Oui, il y a déjà des trous. Et j'avais un flou artistique. Exactement, un flou artistique. Et j'avais, alors dans le tableau original de Courbet, il y a une belle jeune femme comme ça dans ce feuillage. La scène est très, très, très romantique, et j'avais décidé de transformer cette jeune femme en chèvre pour être complètement dans le sujet, parce que j'étais bonne élève, et donc. Et toute l'équipe municipale était absolument enchantée par l'affiche, mais vraiment très, très enthousiaste, c'est ce que je raconte dans les pages. Mais il y a eu un gros doute après concertation. Ils m'ont rappelé pour me dire finalement on ne va pas prendre l'affiche parce qu'on a vraiment peur que, en fait, ils ne trouvaient pas trop leurs mots, mais en fait ce qu'ils voulaient me dire, c'est qu'ils avaient peur que Ségolène Royal se retrouve dans la chèvre et pense que j'avais fait une caricature d'elle. Et j'étais très très interloquée. Et j'étais surprise. Et
ça a été un chagrin fou. Enfin, je le raconte, enfin, je l'exagère bien sûr dans les grands espaces. Je raconte à quel point ça a été à la fois un chagrin, une colère, et comme Zorro, j'ai pris mon crayon pour me venger. Ça, j'avais peut-être, j'ai fait cet album en 2018, donc c'est quand même mes propos d'adulte qui sont présents là, dans ce récit d'enfance. Et quand je parle de venger le lecteur, je ne peux pas m'empêcher de penser à Cabu qui disait des dessinateurs de Charlie et de lui-même. Il s'agissait de venger le lecteur, d'être du côté des lecteurs et pas des puissants. Et voilà, donc est-ce que c'est le début d'une vocation ? Ça ne s'est pas passé comme ça dans la réalité, bien sûr. J'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que j'allais faire. J'étais très, très peu sûre de moi. J'aimais l'école, j'aimais les études, j'aimais passionnément les cours de français, la littérature, etc. Mais être dessinateur, ça me semblait... Enfin, je ne voyais pas ce métier, je ne voyais pas. Et pourtant, j'aimais les livres, j'aimais la fabrication des livres, tout ça était très flou. Donc, j'ai continué, j'ai passé un bac littéraire, j'ai fait des études de lettres. Et puis, il a fallu... j'ai fini par me dire, bon, je vais peut-être sauter le pas. Et je suis rentrée à l'école Estienne, et là, tout est allé très vite parce que, à l'occasion encore d'un concours, décidément, les concours, ce ne sont pas que des médailles en chocolat, ça peut être un sacré coup de pouce. J'ai rencontré l'équipe de Charlie Hebdo, des journalistes, des directeurs artistiques de journaux, les Échos, Libération, et dès mon entrée à l'école Estienne, donc j'avais 19-20 ans, à 21 ans, j'étais publiée à Charlie Hebdo et dans les Échos, etc. Donc c'est allé très très vite et ça ne s'est pas arrêté. Donc pendant mes études, je n'ai pas cessé de travailler pour la presse. Et donc, en étant appelée par les journalistes ou les directeurs de journaux, là, j'ai compris enfin que j'avais un métier. Mais j'ai mis du temps à me le dire, oui. En fait, vous gagnez de l'argent en tant que dessinatrice de presse, déjà, pendant que vous étiez dans vos études. Étudiante, oui, oui. En gros, Charlie Hebdo vous a mis le pied à l'étrier. Oui, vraiment. Mais plus précisément, à l'école Estienne, est-ce qu'il y a des cours de bande dessinée ? Pas du tout, non. Alors, c'était même le mot banni à l'entrée de l'école. Non, il ne fallait surtout pas faire de la bande dessinée, faire du manga, etc. Il fallait s'ouvrir à tout. Et d'ailleurs, c'était pas si mal. Moi, je suis arrivée sans avoir de style. Je ne faisais pas spécialement de bande dessinée à l'époque, c'est venu plus tard. Et j'ai appris à dessiner, en quelque sorte. Même si je dessinais depuis toujours, il a fallu apprendre vraiment à observer, à dessiner d'après modèle vivant, etc. Vraiment l'éducation, l'apprentissage classique. Et j'ai beaucoup appris en regardant mes amis étudiants. On était un petit atelier, c'est quand même assez agréable dans les grandes écoles d'art, c'est qu'on peut être un nombre effectif assez réduit dans les salles, et j'ai beaucoup appris en regardant mes copains et copines. Ouais. Mais vous dites, on vous initie à tout sauf la bande dessinée. Oui. Ah, c'est ça. Donc, oui. C'était vraiment le tabou, en vérité. Le tabou, et je me souviens d'un cours à l'occasion de la Semaine de la presse, qui existe encore, je pense, dans les écoles, où on a eu un cours sur le dessin de presse, mais le seul. Mais pour moi, ça a été décisif. C'est-à-dire que alors que j'étais lectrice de Charlie, occasionnelle, ou du Canard enchaîné, je connaissais, dès l'adolescence, je savais qui était Cabu, qui était Pétillon, etc. Mais il a fallu que j'attende d'être étudiante à l'école Estienne pour qu'on me dise le dessin de presse, voilà comment ça se fait. Prenez tel article, telle information, vous combinez, ça donne ça, etc. Il a fallu que j'attende qu'on me pousse presque à faire les choses. Ouais. Et les arts déco ? Et les arts déco, j'espère qu'il n'y a pas dans la salle de représentants des arts déco, parce que je me suis un petit peu ennuyée. Pardon. Non, mais bon, l'école était en travaux, c'est une période un peu difficile, je crois. Mais non, je suis un peu injuste parce que j'ai quand même eu des professeurs extrêmement bienveillants et qui m'ont laissé faire seulement ce que je voulais. Et j'ai notamment travaillé d'après les textes d'Alexandre Dumas, donc très vite étudiante aux Arts Déco. J'avais déjà trouvé cette causerie de Dumas par hasard en librairie que j'ai adaptée. Voilà, et mon diplôme de fin d'études aux Arts Déco a été publié l'année suivante. Et donc c'était ce texte de Dumas évoquant Delacroix que j'avais illustré et que j'ai repris complètement en couleur, etc. Et ce nouveau livre est ressorti complètement relooké, je pourrais dire, est ressorti il y a 2 ans chez mon éditeur. Et là aussi, aux
aux Arts Déco, où il n'y avait pas de course dédiée spécifiquement à la bande dessinée? Non, aujourd'hui peut-être, parce que vous avez dit que j'étais jeune, mais de moins en moins. Et je suis sortie des Arts Déco en 2005, et peut-être que depuis, il y a des cours sur la bande dessinée. Oui, je pense que les choses changent vite quand même dans l'enseignement. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans les écoles d'art, mais je crois que c'est plus ouvert à la bande dessinée qu'avant. Enfin, je l'espère en tout cas. Vous trouvez que ce serait nécessaire, utile, ou que c'est un peu qu'on peut apprendre comme ça sur le tas? De la même manière qu'en France, pour la littérature, les cours de creative writing, comme on dit aux États-Unis, sont relativement peu développés. Enfin, ils existent maintenant dans des universités comme à Paris 8, par exemple. Mais c'est un peu marginal, alors qu'aux États-Unis, c'est très central. Est-ce que la situation est différente dans d'autres pays? Vous en avez je ne sais pas. Mais il existe des écoles en France, je pense à l'école d'Angoulême, qui enseigne la bande dessinée, bien sûr. Et puis il y a Saint-Luc, à Bruxelles. Enfin, il y a des écoles, bien sûr, qui enseignent ça. Et je trouve ça intéressant, parce que ce qui m'a toujours convenu, en tout cas, c'est de jamais être sur des rails. C'est vraiment d'avoir plusieurs enseignements, de toucher à tout. Ça m'a beaucoup servi, parce que dessinateur, c'est vraiment un métier fragile, très précaire. On parle encore aujourd'hui de la situation des auteurs qui est assez précaire. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai fait de l'illustration jeunesse, donc j'ai illustré des albums pour la jeunesse, j'ai fait du dessin de presse, j'ai fait un tout petit peu de publicité, pas des masses, ça ne me convenait pas, et de la bande dessinée. Et ça m'a permis déjà de continuer d'apprendre à dessiner, parce que je n'ai toujours pas terminé d'ailleurs. Et ça m'a cultivé aussi de toucher à tout, de rencontrer des auteurs jeunesse, des scénaristes, des journalistes. Tout ça fait on se cultive et on essaie d'avancer. Et donc ça, c'était vraiment très, très enrichissant. Oui. Mmh. Oui. Vous racontez dans la même bande dessinée, je poursuis l'histoire, c'est pas la planche suivante, mais c'est une ou deux planches après, que, effectivement, après l'échec pour le Chabichou, vous vengez en faisant des satires, etc. Donc le moment de crise est aussi un moment de transformation de la manière de travailler. Et c'est ce qui va arriver, me semble-t-il, ensuite, alors d'une manière très très différente, avec la crise, avec l'attentat contre Charlie Hebdo. Il y a aussi ces moments de crise sont des moments importants, de transformation de la manière ou de... Oui, de crise. Le dessin de presse, c'est un dessin de presse, c'est une petite crise. Enfin, la colère est souvent à l'origine d'un dessin de presse. Et c'est vrai que pendant mes années Charlie, j'étais en colère tout le temps, tous les jours, et tant mieux. Et Charlie, c'était vraiment un exutoire. Je n'ai jamais connu un endroit aussi, de liberté aussi grand que ce journal. Et c'est vrai que le dessin permet tout simplement de canaliser les émotions. Ça permet un dessin, Cavana disait, c'est un bon coup de poing dans la gueule. Oui, moi j'ai l'impression quand je faisais un dessin de presse, c'était une gifle que j'évitais de donner à quelqu'un qui m'énervait. En général, c'était les hommes politiques ou je sais pas quoi, les pollueurs, tout ce qu'on veut. Mais et après, il y a d'autres crises plus importantes. En effet, celle de 2015, si on peut parler de crise, vraiment de fracture énorme qui là m'a fait changer presque. Je parlais de rail tout à l'heure, j'ai presque dévié un tout petit peu, même si je suis fidèle à ce que j'ai fait avant. Mon travail continue d'être... voilà, il y a un lien entre mes bandes dessinées d'avant, légèreté, et après. Mais la colère, me semble-t-il, je ne sais plus quel dessinateur... vous dit ça à Charlie Hebdo, mais on va venir tout de suite à Charlie Hebdo. La colère, elle est cultivée aussi, me semble-t-il. Ça fait partie, pour bien dessiner, il faut cultiver ses colères, cultiver ses irritations, ses agressements. Oui, c'est ça. C'est Charme qui m'avait dit ça. Il me disait ça quand j'arrivais au journal un peu déprimée, parce que j'avais pas de sujet. C'est pas rien d'être dessinateur de presse à plein temps à Charlie Hebdo. Ça a pris 90% de ma vie pendant 10 ans. Et c'est vrai que parfois j'arrivais en traînant les pieds en disant mais je sais pas quoi dire, etc. Et Charles me secouait un peu en disant mais sois en colère, trouve une colère. Tu as forcément été en colère avant-hier, hier, il y a 5 minutes, trouve. Et je cherchais, je trouvais, et ça faisait une page de dessin dans Charlie Hebdo.
Et la colère, bien sûr, était transformée en gag tout de suite. Bien sûr, il ne s'agissait pas de rester au premier degré. Et bien sûr, oui, la colère est tombée complètement après l'attentat. J'ai perdu tous mes moyens, quoi. Vraiment, ce que vous racontez dans la légèreté. Mais vous dites à un moment qu'il a fallu penser à retrouver cette colère pour retrouver une santé morale, en quelque sorte. Bien sûr, une énergie vitale et une santé morale, oui, exactement. Nous pouvons passer précisément à des couvertures de Charlie Hebdo, je pense que c'est ce qui va arriver maintenant, oui, c'est ça. C'est des couvertures que vous avez faites, c'est vous qui me les avez proposées. Hein, je me suis dit, ça passe ou ça casse au Collège de France? Ça passe très bien, on est là pour ça. Hein, donc, on avait dit que ce serait un peu trash quand même. Donc, elles sont assez, je ne vais pas les commenter, mais elles sont très, très fortes et injustes comme souvent, mais c'est le principe, je crois. Oui, hein, oui, il fait de mauvaise foi et injuste. Il fait de mauvaise foi et injuste. Mais quand même, j'adore quand même alors, le lien pour le dîner de cons avec 8 affiches anti-cato intégristes offertes. Enfin, c'est oui, c'était incroyable. Hein, oui, ça c'était au moment où il y avait une pièce de théâtre, Golgotha Picnic, je crois, qui passait au théâtre du Rond-Point à l'époque, et les représentations avaient été empêchées par des intégristes catholiques. Et Charlie Hebdo s'était bien sûr engouffré dans ce débat parce que ça faisait partie de ses combats. Et donc on avait fait toute une opération très drôle parce que il fallait voir les affiches à l'intérieur. Tout le monde s'en donnait à cœur joie. T-News, tout le monde, c'était absolument hilarant. Pendant des années à Charlie, je crois que je n'enjolive pas trop parce que tout n'était pas tout rose, mais j'ai quand même passé 10 ans à rire beaucoup chaque semaine. Si ce n'est chaque jour, avec les collègues. Donc, c'est en 2001 que vous avez fait vos premiers dessins, plus ou moins pour Charlie. Puis en 2005, il vous embauche cette fois. Et comment ça se passe, en fait? Ça se passe vraiment dans cette journée de rédaction fatale, où tout le monde se réunit et travaille en même temps? Ça démarre comme ça, en effet. Oui, on est tous réunis. Ça, je l'ai dessiné dans La Légèreté. Il y a une scène comme ça, on voit la table de la conférence de rédaction qui, alors là, c'était quand le siège de Charlie Hebdo était dans le 3e arrondissement. Voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. Moi, j'ai connu cette salle très lumineuse où la table de Cabu était rayée de traces de marqueurs noirs. On savait qu'il était là. On avait nos places comme ça. Et on se réunissait donc tous les mercredis pour trouver les sujets d'actualité. Donc là, les journalistes, les rédacteurs étaient là en même temps que les dessinateurs. On était assez nombreux. Cabu aussi a fait de très beaux dessins, encore plus beaux que celui-là, largement, de l'équipe. Et ensuite, on avait le jeudi, le vendredi, jusqu'au week-end, jusqu'au lundi de bouclage pour remplir le journal, quoi. Et en tant que dessinateur, ou dessinatrice en l'occurrence, je pouvais partir en reportage toute seule ou avec un journaliste ou une journaliste. Je pouvais aller voir une expo, un concert et revenir avec un reportage dessiné. Je pouvais illustrer le texte de quelqu'un, d'une chronique, etc. C'était très varié. Donc je passais je pouvais à la fois, on savait faire à la fois du dessin d'humour, du dessin d'actu, du dessin politique, du portrait, du dessin réaliste, du reportage. Un peu tout, et c'était un enseignement absolument génial. Moi, j'ai l'impression d'avoir avancé très très vite à leur contact. Oui. C'était un enseignement, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un regard des collègues, des confrères sur les dessins, et c'est très critique. Oui, très critique, très sincère. Et c'est le rire qui avait le dernier mot, c'est-à-dire qu'il fallait que, l'éclat de rire était décisif, quoi. C'est vraiment l'éclat de rire qui prenait la décision. Donc c'est quasiment pas l'applaudimètre, mais au riromètre, oui, je ne sais pas si on peut dire ça. Et bien sûr, les collègues de Charlie, moi, m'ont vraiment extirpé de ma timidité. Vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à montrer, à afficher mes dessins avec eux sur ce fameux mur où on affichait tous nos dessins d'actualité sur le mur. J'étais absolument terrifiée. Et donc, tous les dessins sont affichés. Il y en a un qui est choisi pour la couverture. Voilà, on a un qui est choisi pour la une, oui. Et tout le monde donne son avis. Et comme je vous dis, c'est le plus gros rire, le plus grand rire qui avait le dernier mot. Donc ça, c'était super. Et il y avait souvent des débats assez houleux, parfois des déceptions, des engueulades. Ouais.
Donc faire la couverture, c'est un peu avoir le premier prix Non, alors je ne le voyais pas comme ça. Non, c'était un travail relativement collectif, c'est-à-dire que on pouvait, je me souviens que, je ne sais pas, Petit News ou Luz proposait un dessin, et c'était le bon dessin de une, mais Cabu disait, ou Volinsky disait, non, mais là, la tête... ton visage, ta caricature n'est pas assez bonne, ou alors la composition n'est pas bonne, donc le dessinateur refaisait le dessin. Et par ailleurs, il m'est arrivé très souvent de mettre en couleur les dessins de Cabu, notamment, qui étaient émerveillés par l'ordinateur, mais ne savaient pas s'en servir. Donc voilà, j'étais toute puissante derrière mon clavier et ma tablette graphique, et je pouvais, en un clic, émerveiller Cabu, alors que c'était quand même pas grand-chose, mais c'était assez marrant de voir son enthousiasme. Et donc on travaillait ensemble de cette façon, oui. Vous avez fait combien de couvertures Pas beaucoup, je crois que j'en ai fait une vingtaine, je ne sais plus. Mais c'était pas, je ne visais pas du tout. Non. Non, et d'ailleurs, je crois que j'étais mieux dans les pages intérieures. Ça me convenait mieux parce que c'est pas que je me méfiais de la politique, mais ma culture en politique était beaucoup moins vaste que celle de mes confrères. Et donc, et puis ça me plaisait pas toujours quand même de dessiner tous les 4 matins Sarkozy, Hollande, etc. Et je préférais faire des dessins parfois un peu absurdes ou vraiment décalés sur une actualité un peu plus idiote. Et ça me pouvait rarement être en une. Donc c'était dans les pages intérieures et ça me convenait parfaitement. Voilà, tout à l'heure, le dessin de la tempête Xintia, coïncidence avec la journée de la femme. Journée de la femme, oui. Oui, bon. Vous sortiez des frontières avec le pape XVI. Oui. Parfois, le journal ne parlait pas que de la France, pas que de Paris. On a souvent reproché à ce journal d'être très parisien. C'était la religion, alors que c'était évidemment une nourriture de choix pour bien sûr, oui. On peut revenir à cette double page-là de la légèreté. Alors, vous racontez à ce moment-là, c'est le 8 janvier, je crois, enfin, c'est le lendemain, enfin, en tout cas, c'est ce qui est comme ça dans le récit. Oui. Et bon, elle est magnifique, hein, cette double page. Il n'y a plus de cadre, hein, mais il n'y a pas de cadre du tout dans les... Non, il y en a très peu dans mes bandes dessinées en général, mais là, tout était éclaté. Et là, tout est vraiment éclaté, et bon, vous êtes totalement effondré après ça. En gros, hein, vous êtes arrivé en retard simplement à la réunion, et c'est comme ça que vous n'avez pas été victime. Autrement, si vous aviez été à l'heure, voilà, vous ne seriez pas là. Et alors, il y a plein de choses très très belles là-dedans, mais je trouve très beau le fait que vous lisez, vous replongez dans les années Charlie Hebdo, 69-81, avec un dessin de Rézère, et vous vous transformez en un personnage de Rézère. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais en effet, c'est exactement... non, mais attendez, c'est la première fois que je me rends compte. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on apprend au collège de France ? De... Non, vraiment, c'est la première fois que je vois la similarité. Ah oui, vraiment. Non, je vous assure. Et vraiment, on aurait pu croire que vous avez été dessiné par Rézère aussi. Ah non, c'est drôle, parce que ça, pour moi, c'est un visage... Enfin, le visage que je me suis fait, c'est le visage que je fais quand je dessine un éclat de rire, vraiment quelque chose où voilà, tout disparaît, il ne reste que l'œil, la forme de la bouche pour que l'expression soit reine. Mais alors, je vous avoue, pourtant je suis censée être observatrice, mais que je n'ai pas du tout remarqué que c'était la symétrie. Il faut venir au collège. Mais oui, je vais prendre ma carte d'abonnement. C'est ça. Pas d'abonnement, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Et puis après, il y a cette très belle planche là, qui est une seule image, où vous imaginez que vous êtes... Enfin, je ne sais pas si vous... Celle-là, malheureusement, tout est vrai. C'est-à-dire que ça, ce sont vraiment... j'ai presque livré mais tout ce qui m'a traversé l'esprit. Et j'ai vraiment vu cette scène. J'ai vraiment... Oui. J'ai eu recours au... C'est drôle parce que dans la légèreté, j'ai recours à l'art, dans un peu toutes mes bandes dessinées. Après, j'ai recours aux arts, j'ai recours à la littérature pour sauver ma peau. Et là, j'ai eu recours aux beaux-arts charliesques, qui est que j'avais besoin de voir défiler devant moi les dessins des autres, les œuvres des autres, y compris les œuvres anciennes. Oui, voilà, c'est comme si je regardais... comme si un peintre allait regarder Léonard de Vinci ou Botticelli. Il fallait que j'aille voir ce qu'avait fait Rézère
GB pour me retrouver, pour retrouver l'âme du journal, parce que cette scène, oui, en effet, c'est ce que je raconte dans cet album, c'est-à-dire qu'après l'attentat, comme beaucoup de mes amis survivants, on ne savait absolument plus qui on était. Il y a vraiment eu un gros problème d'identité, vraiment un chaos absolument total. Et il a fallu reprendre des petits morceaux de soi éparpillés. Et ça se trouve dans les livres. On est un peu toujours dans les livres, que ce soit les livres d'images ou la littérature. On est dedans. Et dans la légèreté, je parle plus des livres d'images, je parle plus des images. Disons que les images m'ont plus aidé que le texte, que la littérature. Je raconte aussi, j'ai essayé... On a une amie très chère à convoquer Proust, qui était mon auxiliaire de vie, comme je raconte dans la légèreté, pour essayer de me faire en sorte que ma mémoire revienne, parce que j'avais perdu la mémoire après l'attentat, et ça ne marchait pas. En revanche, d'aller à Rome et de voir des peintures du Caravage, etc., là, la mémoire a commencé à fonctionner de nouveau. Mais le texte, il y avait quelque chose d'impossible. Et j'ai mis 3 ans ou 4 ans à pouvoir ouvrir un livre, à lire, pouvoir me concentrer de nouveau. Ouais. C'est une belle contribution à ce fameux thème de l'histoire de l'art et de l'histoire des arts depuis le XVIe siècle, le paragone, c'est le combat des arts, savoir quel est l'art supérieur. Et là, de cette manière, pour soigner un traumatisme comme l'attentat de Charlie Hebdo, effectivement, pour vous, c'est les arts plastiques qui ont été déterminants plus que la littérature. Donc, dans ce combat des arts... En effet, même si ce combat, je ne le vis pas comme ça. Et d'ailleurs, je trouve on en parlera peut-être plus tard, des beaux-arts, où la hiérarchie des arts, c'est presque un abus de pouvoir. Je ne sais pas qui a pris cette décision. Aucune décision n'a été prise. Quel est le PDG qui a pris... Non, mais Et c'est vrai que depuis toujours, je n'ai jamais... pour moi, il n'y a jamais eu de hiérarchie. C'est-à-dire que la bande dessinée n'est pas, ou le dessin, ou la peinture n'est pas plus importante que la poésie, ou que tout est important, et tout me sert. Et peut-être que c'est pour cela que dans mes albums, je nivelle absolument pas tout, je ne nivelle pas tout par le bas, j'espère pas en tout cas, mais j'essaie au contraire de hisser tous ces arts, y compris les arts populaires, comme la bande dessinée, et de tout mélanger, parce que la vie mélange tout. Mais ce qui est très frappant aussi, pour revenir encore à cette planche, c'est la beauté, sa force, c'est que, vous connaissez la formule de Victor Hugo, le mélange du sublime et du grotesque. Là, c'est le grotesque qui devient sublime, c'est-à-dire que c'est les caricatures extrêmement violentes de Charlie Hebdo qui représentent ici les morts, vous mettez autour de vous, et qui deviennent en fait extrêmement émouvantes. Donc à la fois on rit, et enfin on rit, plutôt on est extrêmement ému, mais en même temps on ne peut pas s'empêcher de rire face à ces caricatures, et vous y rajoutez de votre vous-même, de votre propre chef, avec ce détail des papiers bulles mis sur les coins, parce que ils se prennent ça dans les parties. Le dessin de presse, il n'y a quasiment que des dessinateurs, des hommes qui dessinent. J'étais la première pendant longtemps à être la première dessinatrice. Et en effet, les collègues se prenaient les parties, dirons-nous, dans les coins de cette table. Donc ça devenait un gag récurrent. Mais un peu trash. Le fait que ça apparaisse ici, justement, voilà, c'est ça qui fait le charme, précisément, et la grâce, en fait, qui élève, je trouve, la chose qui fait que cet album est vraiment extraordinaire. Alors, vous parliez de la littérature et des arts, du paragone. On va continuer, justement, dans ce paragone. Ah oui, on va revenir d'abord... Au trash. Je voulais justement au trash, parce que c'est le président de Charlie Hebdo, quand même, je voulais en faire qu'on en parle un peu, et qu'on voit un peu le type de dessin que vous faisiez dans Charlie Hebdo, puisque là, les scènes de la vie hormonale, qui sont parues donc après 2015, 2016, c'est quand même, ce sont des dessins que vous faisiez dans Charlie. Oui, ce sont des strips que j'ai publiés dans Charlie. C'est la dernière chose que j'ai faite à Charlie, jusqu'à mon départ du journal fin 2016, mon départ définitif du journal. Je n'arrivais plus à faire de dessin politique, je ne voulais plus, ça n'avait plus de sens, ça aussi je l'explique dans la légèreté. Mais j'arrivais finalement à mettre en scène des couples. La scène de la vie hormonale, c'est quand même une histoire
désirs contrariés, de libido disparu, et libido au sens large, c'est-à-dire vraiment la vie, enfin l'énergie vitale, et tout ça avait disparu bien sûr, et surtout l'absence des corps. Je me souviens qu'après l'attentat, j'étais obsédée par l'étreinte. Je savais que je ne pourrais plus étreindre et toucher les corps de mes amis. D'ailleurs, on n'a même pas pu leur dire au revoir. Et voilà, et ça m'obsédait. Ça m'obsédait donc d'une manière instinctive. Tout a été assez instinctif après Charlie. Enfin l'attentat, et j'avais besoin de dessiner des couples qui s'enlacent, qui se déchirent, qui se touchent, qui s'engueulent. Enfin, il fallait que, voilà, une fois de plus, cette énergie soit, puisque je la dessinais, puisqu'elle était sur papier, il me semblait qu'elle existait. Et à partir de 2015, ça a été ça, la légèreté, c'est ça. Je me dessine marchant depuis la couverture jusqu'à la dernière page, et je suis debout, je marche parce que ça me prouve que je suis vivante. Voilà, j'ai procédé comme ça après 2015. Oui. Alors, cette idée de mouvement, elle est très sensible aussi dans ces planches. Moi, je trouve ça assez incroyable. Enfin, toutes les planches ces strips sont assez géniaux, mais ici, vous avez deux façons de représenter une scène. Là, dans la première, ici, vous avez comme une caméra, un travelling vers la droite. Est-ce que ça a été pensé comme ça? Pas du tout. Parce qu'en fait, vous voyez, vous êtes sur la gauche, et puis peu à peu, la caméra s'avance, vous êtes devant les personnages, et après, la caméra passe vers la droite, et là, on découvre effectivement Bien sûr. Non, je ne dis pas du tout, c'est-à-dire que mais c'est quand même calculé tout ça. C'est-à-dire que pour que le gag fonctionne, il faut que les plans soient bien trouvés. Mais après, je n'ai pas, comment dire, comme je prie. Oui, c'est vrai, je n'ai pas mis enfin, le mot travelling ne m'est pas venu à l'esprit quand j'ai fait cette scène-là. Mais ce qui guide ma mise en scène, finalement, c'est l'expression des personnages. Voilà, c'est chercher la justesse de l'expression et des corps, et tout ça va finalement, sans que j'ai besoin de noter ou faire des schémas ou des esquisses, en fait, les choses vont se mettre en place pour que l'expression soit primordiale et qu'on puisse lire, comprendre et rire de cette petite scénette. Ouais. Et inversement, dans la planche de droite, là, pour le coup, c'est le plan fixe. C'est-à-dire que le personnage arrive de très loin, la caméra ne bouge pas, et c'est effectivement la scène finale, le phylactère qui va révéler l'humour, le sens de la chose. Exactement, oui. Traversée du désert. Traversée du désert, et là, en revoyant cette... Donc c'est après 2015, ça. Ça, c'est oui. J'avais commencé avant, j'avais commencé fin 2014, et après 2015 jusqu'à 2016, oui, je me suis presque plus libérée, c'est-à-dire que j'avais presque moins de pudeur qu'avant, quelque chose qui a lâché. Et c'était ça aussi, je mentionne ça dans la légèreté, parce que ça paraît très grandiloquent, mais c'était vraiment une question de vie ou de mort. Il fallait que je dise les choses, que je dessine ça de cette sorte, et je me fichais presque d'une impudeur, je ne sais quoi, il fallait que ça sorte comme ça. Bon, finalement, quand je relis ça, je trouve ça pas non plus extrêmement impudique. Plus trash. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je vous avais envoyé un... Oui, mais il y est, c'est là. Ah, d'accord. Et ça, c'est vous qui l'avez choisi. Et Rude de Rue. Alors, elle est géniale aussi, celle-là, parce que là, pour le coup, il y a ce jeu sur l'explosion du phylactère. Oui. Et c'est le caractère des paroles qui devient, en fait, l'élément dominant. Oui, exactement. Qui vient. Et là, c'est vraiment une vengeance. Je repense encore à cette phrase de Cabu. Là, dans ce strip, je venge toutes les femmes qui se font harceler dans la rue. Et c'est un strip cocotte minute, quoi. Ça boue. Puis là, je tombe dans l'hyper grossièreté, mais vraiment, c'est l'outrance absolue. Bon, mais moi, ça me fait rire, pardon, c'est terrible de rire de ses propres. Non, mais en fait, parfois, je suis surprise
oui, de mon insolence. Parfois, mon dessin va vraiment plus vite que moi, ou est plus... Non, Comment ? C'est l'autre qui est insolent, c'est pas vous. Hein. Oui, bien sûr, mais pas vous, du reste, la réponse graphique que j'apporte, elle est souvent... le dessin galope devant moi, quoi. Et souvent, c'est intéressant. C'est-à-dire que mon dessin, parfois, je me dis, est plus fin, est plus finot que moi, quoi, va plus vite que moi. Mais ce qui est frappant, je trouve, dans ces 3 strips qu'on vient de voir, de scènes de la vie hormonale, c'est que c'est chaque fois 3 techniques assez différentes, au bout du compte. Hein, 3 manières de faire de l'humour avec 3 formes différentes, 3 usages différents du dessin, du caractère, du déplacement, du point de vue. Et voilà, pour moi, c'est ce qu'on appelle l'art. Ah, mais écoutez, oui, c'est vrai qu'il y a plein de petites techniques graphiques pour créer un gag, et c'est toujours assez jubilatoire de trouver justement la bonne petite cuisine. Et en effet, ça peut passer par le running gag. Moi, j'aime beaucoup le running gag, par exemple, vraiment la répétition jusqu'à la lourdeur qui devient comique. En effet, jouer avec les onomatopées, la typographie, la lettre qui envahit le dessin, tout se mélange, où le dessin peut devenir abstrait. Oui, c'est vraiment explorer, aller jusqu'au bout, aller jusqu'à la frontière de ce qui peut être représenté, et puis revenir en ayant appris peut-être quelque chose. Combien de temps il faut pour inventer un strip comme ça ? Ça, c'était pas très long dans mon souvenir. Mais ça vient, c'est une inspiration. Oui, subite, ça vient rapidement. Oui, c'était une inspiration subite. C'est le cas de le dire pour faire un mauvais jeu de mots, mais bref. Mais pardon, là vous me faites parler de Charlie, donc. Excellent. Il faudra faire un dessin là-dessus. Oui, non, je ne veux plus faire ça. Mais non, ça allait assez vite, notamment parce qu'il y avait un effet d'entraînement, c'est-à-dire que là j'étais encore à Charlie, et même si les meilleurs, les très bons de Charlie n'étaient plus là, mais j'avais encore leur enseignement en tête, et c'est vrai qu'on s'entraînait mutuellement à faire les pires blagues, etc. Donc la gymnastique était, voilà, on était bien rodés. On pouvait très facilement, rien qu'en entendant un mot dans une phrase dans une rue, en voyant quelque chose, très vite, le gag arrivait, très vite la scénette arrivait. Donc ça, c'était. Et depuis, je suis rouillée. C'est-à-dire que depuis que j'ai arrêté, je pense que je ne saurais pas refaire un livre comme ça, parce que je ne suis plus à Charlie, parce que je ne suis plus entourée de gens qui rient, qui s'envoient des pics, etc. Et je ne dessine plus comme cela dans la presse. Donc là, vraiment, je suis rouillée. Ouais. Ah oui, c'est comme on dit en bon français, c'était du brainstorming. Oui. Très, très joyeux. Ouais. Passons alors à quelque chose d'un peu plus sérieux. Quoique. Quoique. Alors, donc c'est votre premier album, hein, c'est ça ? Oui, loin, 2008. Maison de lettres. Bon, on va passer assez vite, mais quand même, on voit que ça a beau être sérieux, et c'est quasiment une sorte de la guerre des Michards. Exactement, c'est une anthologie de la littérature française du Moyen-Âge au XXe siècle. J'ai dû m'arrêter au XXe siècle, parce qu'après le livre allait être trop gros et trop cher pour l'éditeur. En effet, oui, j'ai été très inspirée par J'ai toujours vu, enfant, dans la bibliothèque de mes parents, des volumes de la guerre des Michards que mon père avait utilisé quand il était lui-même étudiant. Il y avait le tampon Gibert qui était à la première page. Et ça m'amusait, ce principe d'exercice, de sujet, de devoir, et surtout des textes et des images. Je crois que je me suis fait une culture générale en feuilletant ces manuels de littérature. Oui. Et j'ai très tôt associé les textes aux images, très tôt associé Balzac à Gustave Doré, à Granville, Baudelaire et Hugo et les encres de Hugo. Enfin, tout de suite... Huysmans et Gustave Moreau, tout de suite c'est venu comme ça en fait. Et mes hommes de lettres racontent. Alors tout est sérieux, c'est-à-dire que c'est très sérieux. C'est très sérieux. Voilà, c'est très sérieux, très savant, très érudit. Mais tout ça est secoué. En fait, il s'agit de petites comédies. Il y a plusieurs comédies par siècle, voilà. Racine, Corneille. Parfois, j'aborde les auteurs. Parfois, s'il s'agit d'une petite biographie d'un auteur. Parfois, c'est le personnage. Par exemple, c'est le cas de Balzac. J'utilise Rastignac pour parler de l'œuvre de Balzac, etc. Voilà, c'est parfois un peu transversal.
Et je crois que pardon, vous ne m'avez pas posé la question, mais je suis partie. Non, mais c'est très bien. Non, là, on voit la Madeleine de Proust. De Proust, oui. Sauces, par Hugo, Flaubert, Voltaire. Molière et voilà, Voltaire. Et vous commencez avec le roman de Renard. Hein, oui, ça c'est un... Il y a de l'ancien français. Oui, et c'est un souvenir de fac, c'est-à-dire que j'avais eu des cours d'ancien français à la fac, et ça m'avait passionnée. Et je crois que j'ai fait mes hommes de lettres par peur de perdre les connaissances que j'avais apprises au lycée, en classe littéraire, et également en fac de lettres, parce qu'après donc, je me suis réorientée, j'ai fait les écoles d'art. Et en école d'art, il n'y avait plus vraiment de cours aussi pointus sur la littérature et ça me manquait. Donc j'ai eu peur vraiment de laisser des connaissances en cours de route, des connaissances qui m'aident qui m'ont toujours aidé enfin comme vous et moi, à s'élever, quoi. Et voilà, donc ça a été l'idée de départ, de laisser une trace et également de partager ça avec les lecteurs, bien sûr. Puisque ça a eu un vrai succès, je crois. Oui, ça a bien marché. Oui. Donc, pour un premier album, c'était assez... Et la préface, c'était de Cavana. Voilà, je voulais faire le lien entre le dessin de presse et la bande dessinée. Et Cavana, qui était lui-même romancier, me paraissait tout à fait destiné à écrire cette préface. Et voilà, il a fait un très joli texte. Et du reste, l'album suivant, c'était Le Pont des Arts, et qui fait vraiment le pont... Alors, maintenant, vous êtes un institut qui est juste devant le Pont des Arts, mais c'était le pont entre les arts, parce que là, ce sont les relations entre les peintres et les écrivains. On voit Proust qui donne la Madeleine à Picasso. Voilà, et au dos du livre, Picasso a donné sa palette à Proust. Oui, c'est-à-dire que là, l'album est un petit peu plus spécialisé que mes hommes de lettres, c'est-à-dire que là, je rentre un peu plus dans le détail. Il ne s'agit pas d'une anthologie, mais j'ai choisi des couples, presque des couples écrivains, peintres, et j'ai choisi des anecdotes. Je ne sais pas, évidemment, je parlais oui, enfin non, je ne parlais pas, mais je pense à Apollinaire et Picasso, bien sûr, Zola et Cézanne, enfin ces couples célèbres. Et des choses un petit peu moins, un peu moins connues, pardon, vous connaissez tout, mais oui, Gustave Moreau, et non pas Huysmans, mais Jean Lorrain, par exemple, voilà, des choses qui m'avaient plu. Ça encore, ce sont des souvenirs de fac, et c'est aussi le produit de mes lectures et de cet amour que j'ai vraiment pour le texte et l'image. C'est-à-dire que je n'arrive pas à dissocier les deux. Il y a un chapitre dans Le Pont des Arts où je raconte comment Balzac a raconté le chef-d'œuvre inconnu à tel endroit dans Paris. C'est exactement à cet endroit que Picasso ensuite a peint Guernica, mais Picasso a également illustré le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Voilà, je voyais des liens partout et je crois que ces liens me rassurent. Je crois que j'ai besoin de convoquer autour de moi toute cette compagnie de peintres-écrivains, Mais c'est aussi une définition de la bande dessinée. Oui, bien sûr, oui, exactement. Mais c'est toujours très précis historiquement. Là, ça commence, c'est les premières pages, je crois. Il y a une visite guidée, où Baudelaire fait visiter le musée d'Orsay à des Baudelaire qui était évidemment un grand auteur de salon et qui fait visiter le musée d'Orsay à des visiteurs. Donc c'est à la fois très précis historiquement et évidemment il y a un anachronisme contrôlé puisque le musée d'Orsay était une gare. Oui. Contrôlé, en effet, parce que le groupe... On contrôle les sacs en 1862. Exactement. Et d'ailleurs, Baudelaire dit « Nous avons tous besoin d'art ». Ça, c'est une phrase que j'aurais pu réutiliser dans la légèreté. Et en effet, mais ce groupe de touristes, c'est le groupe qui est sur le tableau de Fontaine-Latour. Oui, voilà, donc tout est toujours très pensé. Oui, tout est très pensé, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que, parce que ça me procure un plaisir fou, mais j'imagine que... on a un tel plaisir à lire ces auteurs. Je veux dire, ce sont vraiment des... Je parlais de Proust auxiliaire de vie, mais enfin, tous sont auxiliaires de vie. Balzac, Flaubert, j'adore Flaubert, puis pas que les auteurs du 19e, bien sûr, mais je crois qu'il y a... j'ai un tel plaisir à lire des extraits de textes, à les réutiliser dans mes bandes dessinées. Il y a beaucoup de citations... peut-être parfois trop, hein, c'est très touffu, mais c'est ce plaisir du texte que j'ai envie de partager. Je trouve que ça fait des dialogues extraordinaires. Bon, il y a un côté un peu canular aussi. Bien sûr, oui. Tous ces grands auteurs
au Panthéon ou sur leur piédestal, et c'est un réel plaisir que de les tirer par la manche et de les faire descendre. Et ça, c'est peut-être mon petit côté Charlie, où il y a une... Oui, là, c'est fait avec tendresse. Exactement, c'est fait avec tendresse. Oui, oui, oui. Je me moque non pas j'allais dire des puissances, parce que ça, c'est plutôt l'idée de Charlie, mais, et on le faisait avec beaucoup plus de violence dans Charlie, mais j'aime la puissance de la littérature, mais je me méfie de ce qu'on peut mettre figé dans le Panthéon, etc. Il y a dans Mes hommes de lettres, je reviens à cet ouvrage précédent, 2 auteurs que j'aborde dans l'album, que je n'avais pas du tout lu à l'époque, qui sont Céline et Proust. Et j'en ai fait des sketchs, des petites comédies dans Mes hommes de lettres, mais vraiment pour conjurer ma peur des textes de Flaubert et Proust. Je pensais que je ne saurais jamais les comprendre. J'avais peur de ça. Donc, j'y suis allée. Et voilà, je crois que je ne voulais pas de cette puissance affichée de tels auteurs qui sont inscrits dans le marbre. Moi, je voulais vraiment casser cela et pouvoir rentrer à mon rythme, à mon niveau dans la littérature. Donc, d'où le recours à la bande dessinée. Voilà. Oui, vous refusez l'emphase, il y a une sorte de tendresse, une manière d'apprivoiser la beauté, mais la beauté, vous vous y confrontez. Et je reviens à la légèreté en sautant l'album, mais bon, cette couverture est superbe. Et quand même, je trouve, après ce traumatisme de 2015, au bout du compte, c'est la beauté qui vous sauve. En citant Dostoïevski, du reste, vous le citez explicitement, la beauté sauvera le monde. Et je me suis demandé, j'en ai parlé, mais je voulais vous poser la question, à certains égards, il y a quand même une antinomie entre l'idée de Charlie Hebdo et l'idée de la beauté. Et l'idée de beauté, parce que Charlie Hebdo, précisément, ne cherche pas la beauté, ça cherche au contraire une autre efficacité du dessin, une efficacité polémique, satirique, tout ce que vous voulez, mais au contraire, la satire, elle n'est plutôt pas dans la beauté. Elle est dans le contraire de la beauté. Or là, c'est la beauté qui, d'un seul coup, vous attire, et là, ça fait une modification, la modification de Butor, qui se passe là, parce qu'il y a un voyage à Rome, la modification, et là, il y a un voyage à Rome aussi qui joue un rôle très, très important dans la légèreté. Mais le lien entre la satire dans laquelle vous étiez, la caricature, et puis la beauté, ça fait quasiment une sorte d'oxymore, là, que vous vivez une tension. Est-ce que c'est une tension facile à vivre, ou est-ce que c'est une conversion? Non, ça s'est passé assez naturellement. Je me demande si, en vous écoutant, si je ne me suis pas accrochée à cette beauté, enfin si je ne suis pas allée chercher la beauté pour m'éloigner du masque grimaçant des caricatures géniales de Charlie Hebdo. Donc cette laideur, bien, très utile pour dénoncer, pour dire notre colère. Je me demande si je ne me suis pas intéressée à la beauté pour m'éloigner de ce masque et m'approcher des individus, de ce qu'étaient les dessinateurs qui ont été tués, Cabu, Wolinski, Charme, Tinius, Honoré, parce qu'eux-mêmes étaient très cultivés. Ils ne me montraient pas, ça ne se voyait pas dans Charlie Hebdo, mais on pouvait parler de peinture italienne de la Renaissance avec Wolinski, on pouvait parler bien sûr d'art avec Cabu. Tous avaient une culture, on n'était pas forcément complètement accro à une culture classique, mais tous avaient quand même un lien avec la culture classique. Tous les dessinateurs de Charlie pouvaient citer Daumier comme ancêtre, et Daumier, c'est, comme dirait Baudelaire, c'est Michel-Ange sous la peau. Donc voilà, les grands ne sont pas loin. Donc je me demande si, en m'éloignant du grotesque, je crois que je me suis rapprochée des hommes et des femmes qui ont disparu, et je crois que c'est il me semble que c'est ce que je raconte peut-être dans La légèreté, c'est que j'essaie de m'approcher de quelque chose, de ces corps disparus. Et je le fais notamment, ça peut-être qu'on va en parler plus tard, mais en me retrouvant face à des marbres antiques. Alors, des autres choses, parce qu'il y a un itinéraire, ça commence par des traversées de tableaux. Là, c'est un Rothko, que vous traversez en quelque sorte. Oui. C'est extraordinaire. C'est Rothko qui est extraordinaire. Oui, mais le fait ça commence quasiment là-dessus. Il y a une série de tableaux que vous traversez.
vous découvrez, vous passez à travers la muraille du cri de Munch. Oui. C'est très, très... C'est très littéral, je veux dire, c'est vraiment du premier degré, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment les premières pages de la légèreté, où j'ai eu besoin de tableaux très concrets, existants, vraiment, pour me redonner de la voix. Donc Munch, bien sûr, c'est le cri, qui est mondialement connu. Roscoe, c'est un incendie qui n'est pas l'incendie de la catastrophe, qui n'est pas l'incendie de la tragédie, mais c'est pas loin, mais c'est l'incendie de la beauté qui n'est pas loin, parce que c'était, je me souviens que j'avais des amis m'avaient emmené voir l'océan quelques jours après l'attentat pour essayer de me remettre un peu debout. Et j'avais vu, enfin, c'était donc en hiver et le ciel était absolument extraordinaire, la lumière, etc. J'avais eu l'impression d'être complètement dans le paysage. C'était une expérience assez inouïe. Et plus tard, quand j'ai voulu raconter ce moment que je ne comprenais pas bien, mais j'avais l'intuition qu'il fallait que je le raconte parce que ça allait me mener quelque part, j'étais démunie. Je me dis, mais comment? Je ne vais pas juste dessiner à l'aquarelle un ciel, on s'en fiche. Qu'est-ce qui est puissant, plus puissant que mon savoir-faire? Bon, évidemment, la peinture, les peintres, certains peintres. Et Roscoe s'est imposé. Il n'a pas précisément dessiné un paysage dans ce tableau, mais moi, j'y ai vu un paysage. J'y ai vu mon paysage mental. Mais cela dit, c'est un paysage mental parce que c'est quand même le rouge qui évoque le sang. Bien sûr, oui. Et pour moi, c'était la lumière. Vous êtes quand même plutôt quand même une dessinatrice du vert. C'est vrai, oui. De la verdure, de la nature. Et là, le rouge, c'est un peu Bien sûr, c'était le rouge de la violence, mais moi, je vois surtout la partie supérieure, vous voyez, la lumière, le blanc. Oui, donc là, on revient à ces fragments alors, vous êtes à ce moment-là à Rome. Et alors, il y a les Niobides qui sont dans le jardin de la Villa Médicis. Oui. Et puis là, vous êtes au musée, enfin, avec je ne sais pas si c'est des plâtres ou... Non, ça, c'était des marbres, Palazzo Massimo. Massimo. Et donc, qui vous évoquent, en fait, tous ces marbres amputés, fragmentaires, vous évoquent évidemment, immédiatement, c'est le massacre. Une scène que je n'ai pas vue, oui. Que j'ai entendu mais que je n'ai pas vu. Enfin, que j'ai entendu. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais. Et j'ai été saisie en visitant Rome parce que j'étais résidente à la Villa Médicis de passage, quoi. Et je n'avais aucun projet en tête, rien, ni livre, ni quoi que ce soit. Bon, mais j'ai passé un mois à quadriller la ville avec un carnet en poche. Et parfois, des phrases revenaient. C'est-à-dire, la mémoire a commencé à revenir en marchant et en voyant des œuvres. Et ma surprise a été très grande en entrant au Palazzo Massimo et en étant confrontée à une série de marbres absolument magnifiques. Je me souviens, le sol était sombre. Oui, d'ailleurs, enfin pas dans cette planche, mais j'ai dessiné comme ça. J'étais seule dans cette grande salle et j'ai cru voir de la même manière, enfin comme devant les Niobides, ce groupe dont vous parliez qui est dans le jardin de la villa, j'ai cru voir le corps de mes amis. Et c'était un sentiment extrêmement doux, c'était ça la surprise. C'est-à-dire que c'était à la fois bouleversant et d'une très grande douceur parce que je les avais rien que pour moi. Et les marbres scintillaient, donc c'était d'une très grande beauté. Donc ça s'est reproduit une ou deux fois. Et ce que je raconte dans cette planche, qui était aussi une surprise, c'est que j'étais persuadée en voyant ces statues qu'il s'agissait de corps, comme je dis, suppliciés, se contorsionnant, jeunes décapités, etc. Et à chaque fois que je m'approchais pour lire le cartel, il s'agissait de nymphes, de jeunes femmes qui dansaient, de jeunes hommes endormis, etc. Donc toute la violence s'écroulait. Et je crois que cette expérience-là, mêlée à d'autres un peu du même ordre, m'ont beaucoup aidé à sortir la tête de l'eau, quoi, après 2015. Ouais. Il y a un effet de transfiguration par là, oui. au bout du compte, qui a été cathartique pour vous à cet égard. Mais ce qui est frappant aussi dans le traitement, et ça revient assez souvent, je trouve, dans votre technique, c'est la coexistence du dessin un peu schématique du personnage jeu, qui est vous, là, et en même temps le caractère très réaliste de ce à quoi ce jeu est confronté. Et là, vous avez un très beau dessin
crayon, je ne sais pas, oui, crayon, de ces marbres, qui fait qu'on a vraiment, c'est un dessin d'école d'art. Hein, on voit on se retrouve devant les ombres, le jeu des clairs-obscurs, et ça nous renvoie, le dessin lui-même nous renvoie à cette longévité de la tradition artistique dans laquelle vous vous inscrivez. Oui. Il y a une sorte, comment dire, d'homologie entre ce que vous représentez et la technique même par laquelle que vous utilisez pour montrer justement cette sorte de transfiguration dans une esthétisation de la douleur. Oui, et par la même occasion, je continue d'apprendre à dessiner. C'est-à-dire que là, en effet, c'est cet exercice très académique de regarder des marbres ou des plâtres. Les résidents, les pensionnaires de la Villa Médicis ont fait ça pendant des années et des années. En effet, oui, et je réhabituais mon œil à regarder les proportions, des volumes, etc. Donc, je crois que je profite toujours de mes albums pour améliorer un peu mon dessin, disons, apprendre à dessiner, enfin continuer d'apprendre à dessiner. Mais chaque fois, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des techniques nouvelles en fait, qui apparaissent. Oui, parce que je n'aime pas me répéter et puis il y a tant de choses à essayer. C'est vrai que La jeune femme et la mer, je suis revenue au dessin à la plume, qui est assez, assez nerveux. Je l'ai souvent utilisé pour exprimer ma nervosité. Finalement, dans La jeune femme et la mer, c'est assez doux. Et j'y ajoute du fusain. C'est la première fois que je fais du fusain. Parce que il me semblait évident que pour dessiner les paysages japonais, etc., ce paysage assez exotique, j'avais besoin de cet outil. Et je connais l'effet que ça peut donner sur du papier, en fonction du papier, du grain du papier. Ça pouvait immédiatement donner un feuillage japonais, etc. Je trouve ça vraiment très important. Je crois qu'on adapte toujours la technique au sujet. Je termine un peu, on voit encore dans l'effet de sublimation, il y a ce regard sur le tableau du Caravage, donc dans la grande galerie du Louvre, la diseuse de Bonaventure, et qui apparaît ensuite dans un autre album, dans les grands espaces. C'est un tableau qui joue un rôle particulier? C'est-à-dire que quand on va à la Villa Médicis, à Rome, on ne peut pas passer à côté des Caravages, bien sûr. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce voyage à Rome pour ensuite dessiner La légèreté, seul Caravage me parlait, pardon pour le Bernin ou les autres, mais le Caravage, en plus, c'était ce criminel qu'on connaît, etc. C'est un homme assez déroutant, un artiste assez déroutant. Et évidemment, on parle beaucoup du clair-obscur dans sa peinture, et moi je le prenais là aussi au premier degré, c'est-à-dire les ténèbres et la lumière que j'essayais de voir pour m'en sortir. Donc le Caravage s'est imposé, il m'a accompagné pendant tout ce moment où j'ai écrit La légèreté, et 2 ans plus tard, en commençant le chantier des grands espaces, il est revenu le Caravage. Je ne me souvenais pas, donc je me suis souvenu que petite, en allant visiter le Louvre pour la première fois, ma sœur m'avait emmené voir le Caravage, notamment cette diseuse de Bonaventure, et ma sœur avait c'est mon aînée, donc elle avait un temps d'avance. Elle m'a prêté beaucoup de livres, elle m'a montré beaucoup de choses. Et donc, elle m'avait dit, je me souviens, c'est mon peintre préféré, avec de Latour. On était toujours dans le clair-obscur. Et je me suis souvenue de ça, et il se trouve que, donc là je reviens en arrière, en 2015, où j'avais fait une visite du Louvre quelques mois après Charlie, en compagnie de Sigolène Vincent, la romancière qui était survivante, et en compagnie de ma sœur qui travaillait au musée du Louvre. Et c'était à la demande de Sigolène Vincent, qui avait besoin de voir le radeau de la Méduse, parce que c'est la scène, disons que un témoin lui avait dit que quand il était arrivé dans la salle de rédaction de Charlie après le carnage, il avait cru voir, Sigolène était au centre, il avait cru voir le radeau de la Méduse. C'était très frappant. Donc déjà, l'art était présent, mêlé à cette horreur. Et donc, on était retourné voir le tableau avec Sigolène, ce qui nous a beaucoup émus. Sigolène s'est cherchée dans le tableau, c'était assez bouleversant. Et ce que je raconte dans La légèreté à la fin, c'est que c'est d'ailleurs ma sœur qui nous l'indiquait, parce que Sigolène et moi, on était vraiment fixés sur le naufrage, et ma sœur nous dit, regardez en haut à droite, il y a la voile de l'Argus qui va venir sauver les survivants. Juste à côté de la salle de Géricault, où il y a les Géricault et les Delacroix,
on voyait au loin la grande galerie qui était plongée dans la pénombre. On s'est demandé pourquoi. C'était un jour de fermeture du musée, hein, donc on nous avait fait visiter juste la salle de Géricault et de la Croix. Et en regardant sur le côté, je me dis, tiens, encore un petit peu d'insolence de ma part, je me dis, tiens, là c'est rigolo, la grande galerie est plongée dans le noir, allons voir. Et on y est allé, et en arrivant, c'était inexplicable, inexpliqué, on n'a jamais su, j'ai jamais voulu savoir pourquoi. Un seul tableau était éclairé, c'était un Caravage, la liseuse de Bonaventure. Et on est resté de longues minutes dans le noir. C'était un privilège extraordinaire et en même temps plein d'un sens que je ne comprenais pas. C'est-à-dire que j'ai vu cette scène et je l'ai enregistrée dans ma tête. Et quand j'ai écrit La légèreté, il a fallu que je raconte cette scène. Et voilà, sans trop savoir ce qu'elle signifiait. Pourquoi la liseuse de Bonaventure? Alors après, j'ai essayé de mettre des mots dessus. On voit là, je ne fais pas du tout je ne fais pas du tout une lecture d'historienne de l'art, mais on y voit deux êtres qui se prennent la main. Voilà, on peut y voir un contact humain, etc. La liseuse de Bonaventure, la bonne fortune ou la fortune, le destin, etc. Donc tout ça me tournait dans la tête. Mais en tout cas, j'ai fixé cette scène dans l'album La légèreté instinctivement. Et quand j'ai raconté, quand j'ai écrit et dessiné Les grands espaces, cette scène est revenue. Donc c'est exactement le même cadrage. Et elle est cette fois-ci pleine de sens pour moi, parce que j'ai l'impression que voilà, en compagnie de ma grande sœur, on a vu cette scène-là presque avant. Voilà. Puis la verdure qui déborde. Et voilà, les ruines, c'est parce que je m'inspire évidemment d'une vue du Père Robert, que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant. Ça me fascinait, les ruines. C'est très romantique à 10 ans. C'est très bizarre, non? Mais les grands artistes se forment précisément au plus jeune âge. Et on revient rapidement sur cet album de la Croix, donc il reprend une partie de cette réalisation. Mais il y a la beauté pure de ces aquarelles. C'est ces aquarelles, c'est ça? Oui, ce sont des encres de couleur. Voilà. Qui reprennent donc les fameux chevaux. Le Giaour, le combat du Giaour et du Pacha de la Croix. Et qui est en ce moment exposé, l'œuvre Le Giaour est exposée à Montargis en ce moment. Il y a une expo Le Giaour. Et oui, cette couverture de bande dessinée est exposée à côté de la Croix. Et ce qui est frappant dans votre œuvre, c'est parce qu'il y a cette présence des grandes œuvres d'art, des grands maîtres, c'est la technique très particulière de reproduire une œuvre d'art dans la bande dessinée. Et comment faire? Alors, on a vu là, pour les marbres tout à l'heure, c'était la technique classique du crayon, mais ailleurs, là c'est différent. Vous utilisez donc l'encre. L'encre, là c'est très fidèle à Delacroix, oui. Enfin, c'est très fidèle. Pour donner le mouvement, accentuer en quelque sorte ce mouvement du trait de pinceau de Delacroix. Et là, c'est vraiment Delacroix qui a été j'ai pris un cours particulier avec Delacroix en faisant cet album, qui est assez particulier. C'est pas vraiment une bande dessinée, c'est un peu un livre hybride. Donc je reprends donc cet extrait c'est pas les mémoires de Dumas, c'est vraiment une causerie qu'il avait faite 1 an après la mort de Delacroix. Il avait raconté en une heure, entouré de 300 tableaux de Delacroix, il avait raconté la vie de son ami peintre. Et ce texte est assez génial. C'est Dumas comme on l'aime, avec cette voix familière qui résonne. Et pour l'illustrer, évidemment, je n'allais pas inventer totalement les tableaux de Delacroix, donc je m'en suis inspirée. Certaines reproductions que j'ai faites sont assez fidèles, d'autres déraillent un petit peu, vont un peu plus du côté du dessin, de la bande dessinée, du dessin humoristique, parce qu'il faut que je me retrouve aussi dans l'ouvrage. Voilà, je ne veux pas faire juste un manuel d'histoire de l'art ou je ne sais quoi. Il faut que ça reste personnel. Et je me suis permise, mais à très peu d'endroits, d'ajouter quelques dialogues. Mais sinon, Dumas a tout fait, quoi. Vraiment, il a commencé dans le théâtre. Il était réputé pour être un très bon dialoguiste. Et alors là, les dialogues sont magnifiques, quoi. J'avais juste à les dessiner, à mettre les personnages en scène. Et là, il y avait toute une galaxie des contemporains de Dumas, dont certains sont plus du tout restés dans l'histoire, les frères Joanneau, etc. Enfin, il y a plein de noms qu'on a oubliés, mais qui étaient des artistes et des écrivains de l'époque. Et Dumas, j'aime beaucoup cette phrase que Alexandre Dumas écrit dans ce texte, il parle d'une sainte fraternité dans l'art.
parce qu'à un moment donné, il fait repeindre son appartement pour un bal fastueux, il convoque Delacroix, Barye, etc. Et tout le monde peint dans la bonne humeur, avec des styles différents, etc. Il y a une sainte fraternité dans l'art, ça me fait rêver. Et vous prenez vos modèles parfois aussi ailleurs. Donc on arrive au dernier album, oui. En date, le nouveau, le prochain, qui arrive. Donc la jeune femme et la mère, ça c'est le dessin de la couverture, mais sans le lettrage de la couverture, c'est assez magnifique. On voit les 4 personnages importants de l'histoire avec vous-même, puisque vous êtes représenté. Un poète peintre, une jeune femme, et puis un blaireau, un tanuki, comme on dit, qu'on voit au fond, qui joue un rôle important aussi dans l'histoire. Et là, c'est un autre type de technique, un autre type d'inspiration ici, qui est l'inspiration japonaise, de l'art japonais, d'Okusai, d'Hiroshige. Toutes les planches sont vraiment des exercices à la fois d'imitation et d'inspiration. Donc c'est encore autre chose. Vous citez parfois littéralement, on va en voir, et d'autres parfois vous reprenez. Alors moi qui ai vécu 2 ans au Japon, à Kyoto en particulier, j'ai reconnu, là par exemple cette image-là, je l'adore parce que j'y retrouve avec ces cryptomères et la maison en bois, là perchée. J'y vois vraiment des paysages de Kyoto, et en même temps, on y voit presque une cabane des Gaulois d'Astérix dessinée par Uderzo dans la... C'est presque ça. C'est parce que mon personnage a un gros nez. Non, mais je me suis dit, il y a un rapport. Ah, mais tant mieux, oui. Mais c'est quand même... Je fais partie de la famille des auteurs franco-belges, donc il y a forcément quelque chose de gaulois. Donc, oui. Mais voilà, non, c'est sûr qu'il y a un travail. J'ai beaucoup travaillé d'après photo pour faire cet album, et aussi d'après des estampes, mais et j'ai souvent de photos de lieux que j'ai arpentés à Kyoto, au sud du Japon aussi, dans le Kyushu, ça se passe surtout dans le sud. Et parfois, j'ai pris des photos que j'ai trafiquées, c'est-à-dire que j'emprunte, je prends un petit bout d'une photo, un petit bout d'une estampe, et je fais un mélange. Pour servir le propos, en fait. C'est toujours au service de l'histoire. On voit une des vues d'Hiroshige ou d'Okusai, mais vous avez quand même le détail vous êtes dans la carriole et transporté. Oui, alors ça c'est une photo, c'est pas du tout d'après une estampe. Ça ressemble à une estampe. Oui, parce que j'ai beaucoup étudié les estampes, et la coloriste Isabelle Merlet a fait un travail assez époustouflant. On a travaillé, c'est formidable de travailler avec elle. Et donc c'est d'après une photo d'une côte de l'île d'Iki, qui est au large de Fukuoka. Et par ailleurs, pour la mise en couleur, j'ai proposé à ma coloriste, donc Isabelle Merlet, une série d'estampes en lui faisant observer les dégradés qu'il y a souvent. On a souvent eu cette barre de bleu de Prusse qui s'arrête, qui a été écourtée à cause du procédé d'impression. Et je suis aussi allée voir du côté d'Henri Rivière, notamment ce peintre, pour un détail, pour l'écume, en fait. C'est vraiment un détail de l'image, mais les rochers sont ceux de Iki, le dégradé est pioché quelque part dans Hiroshige, et l'écume est de Henri Rivière. Et en faisant ça, c'est vrai que la jeune femme et la mère... Une bande-annonce de Cécile B. DeMille. Oui, c'est vrai qu'il y a c'est un peu un char. Oui, c'est ça. Voilà, mais La jeune femme et la mère, c'est un album qui s'inspire très très librement d'un roman de Natsume Soseki, Ouvrier d'herbe, et que j'avais lu quand j'étais en résidence à la Villa Kujoyama, et que j'ai très vite, enfin je sais pas que j'ai très vite oublié, il m'a vraiment servi, mais aujourd'hui je ne pourrais plus vous le résumer tellement je m'en suis éloignée, je ne sais même plus ce qu'il y a. C'est un roman essai. C'est un roman essai, c'est un roman haïku, comme il le disait lui-même, qui a paru en 1906, je crois. Et ce qui est étonnant, ce qui m'avait beaucoup plu dans ce roman, je me disais que c'était quand même une bonne transition de passer de la culture occidentale, qui est très 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 présente dans mes livres, à la culture orientale dont j'ignore tout, c'était d'utiliser ce roman qui est traversé de références européennes, puisque Soseki a été professeur d'anglais, je crois, à Kumamoto, parce qu'il a été... Quand le Japon s'est ouvert, il était en... Ah oui, voilà. Oui. Mais ou alors c'est sa maison d'enfance qui est à Kumamoto, je ne sais plus.
dans sa maison. Et il est revenu de Londres émerveillé par voilà, le tableau d'Ophélie de Millet, etc. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée dans ce roman auquel je ne comprenais pas grand-chose quand je l'ai lu une première fois, parce que je ne savais pas encore ce que c'était que des Onsen, des Cento, etc. Mais ces références à la culture européenne, occidentale, m'aidaient un petit peu. Et donc, je m'en suis inspirée. J'ai repris notamment son personnage de peintre qui n'arrive pas à peindre, qui cherche l'état de l'inspiration et qui ne produit que des haïkus. C'est-à-dire que tout ce qu'il voit, etc., il n'arrive pas à le produire en peinture. Il fait des haïkus. Donc. Mais ce qui n'est pas votre cas. Justement, parce que justement, vous arrivez à représenter les choses. Et ce qui est frappant, on va passer rapidement les quelques images qui sont très, très frappantes de l'album, c'est que vous avez à la fois cette vision très esthétique, très Henri Rivière, effectivement, hein, du Japon, et puis la fameuse, toute occidentale qui va au Japon fait l'expérience du Sento, c'est-à-dire du bain public, qui est l'une des, ou du onsen, hein, la source thermale, mais qui est une expérience très frappante hein, quand on va au Japon et qui fait partie des expériences fondatrices hein, très fortes. Et donc, mais là, on a plutôt une scène de comédie hein, et plutôt satirique. Et donc, vous avez la coexistence, hein, cette tension dans l'album entre à la fois cette visée esthétique et puis voilà, la satire de l'occidental, en l'occurrence, qui découvre le Japon et ses caractéristiques inouïes. Oui, j'essaie de ne pas verser non plus dans le cliché, alors que on est souvent tous plein de clichés quand on arrive au Japon, et je savais que je ne savais rien. Je savais qu'en rentrant du Japon, je ne saurais toujours pas grand-chose. Et j'ai voulu m'amuser donc avec ces idées toutes faites, mais sans trop appuyer non plus. Voilà, ce décalage entre entre Orient et Occident, j'ai essayé. C'est-à-dire que mon personnage commet quelques bourdes, bien sûr, mais c'est pas non plus trop présent. C'est surtout un personnage qui s'interroge, oui. Qui vraiment pose des questions tout au long du livre, et certains personnages lui répondent, certains personnages japonais lui répondent, et d'autres pas. Ou alors c'est l'histoire qui lui répond, ou les paysages qui répondent à ces questions. Mais voilà, j'ai essayé d'enfiler des sabots pas trop gros pour aborder le Japon, parce que je trouve ça très risqué. Je trouve que le personnage est intelligent et très ouvert. C'est bon, alors ça va, tout va bien. Non, c'est très bien. Mais et justement, ça se voit dans cette planche. Mais seulement, voilà, il y a un art de la composition de la planche qui est assez magnifique, avec l'hommage. Non, il faudrait que je le prenne dans le bon sens, sinon. Avec l'hommage à ces dessins ces rouleaux qui sont à la verticale. Et puis il y a aussi, bon, c'est une double planche quasiment sans parole. Il y a le paysage ici qui est complet mais qui est découpé par le temps, hein, 3 moments. C'est très artistement fait. Et puis il y a cette végétation qui devient un monstre. On reconnaît ici les yeux, et d'où votre étonnement. Et là, on voit l'hommage à Miyazaki, qui est du reste explicitement cité. Enfin, oui, qui est cité dès les premières pages, voilà, presque pour m'en débarrasser. Pour m'en débarrasser, j'ai bien compris, mais qui est très présent ensuite, parce que la nature s'anime, comme on le voit ici, les meules de paille de riz. Elle s'anime, mais elle ne pourra jamais s'animer autant que dans un Miyazaki. Bon, évidemment, hein, je le savais, c'est génial de s'inspirer de Miyazaki, et surtout pas chercher à l'égaler, ça n'a aucun sens. Mais je me suis inspirée de certaines choses que j'ai vues sur l'île d'Iki, qui est l'île des démons, paraît-il. C'est une île sur laquelle il y a j'ai un problème de micro ou pas? Non, ça va mieux. Non, ça. C'est une île, paraît-il, où il y a énormément de démons. Voilà, c'est peut-être l'île du Japon où il y a le plus de démons. Et donc, en la repentant, à la fois accompagnée par des amis japonais et également seule, je m'étais amusée à me dire, mais où est-ce que je les vois, moi, les démons? Parce que je ne suis pas japonaise, il y a tout un pan de la culture japonaise que j'ignore complètement. Où est-ce que je peux les voir? Et donc j'ai essayé de les voir dans des objets du quotidien, dans ces fameux yokai, les esprits de la forêt. Alors c'est pas vraiment de ça qu'il s'agit, mais j'ai essayé de me fabriquer des démons, mais qui sont pas non plus très imposants, très effrayants, parce que mon imaginaire est balbutiant au Japon, quoi. Donc je voulais m'amuser en fait avec ça, avec ces imaginaires qui s'entrechoquent. Et en tout cas, là, ce qu'on reconnaît, c'est parements de béton qui servent à empêcher les éboulements de terrain.
et qui ici s'anime et devient... Oui, c'est très frappant quand on va au Japon. Oui, tout à fait. Voilà, c'est vraiment il n'y a que quelqu'un qui a été au Japon qui peut reconnaître ça. Des gros pansements de béton. Et il y a bien sûr dans cet ouvrage une réflexion sur la nature. On parle souvent du couple on voit ici japonais, nature, etc. Mais c'est un couple plus relation compliqué. entre poésie et peinture, ici. Et puis il y a cette... on parlait de l'Ophélie de Millet. Alors elle est présente dans le livre Oreiller d'herbe de Natsume Usuki, il y a un commentaire. Elle est présente ici dans cette vignette. Elle est ensuite commentée lorsque vous êtes au Sento, parce qu'au bout du compte, il y a une sorte d'analogie entre le fait de flotter sur l'eau ou bien d'être comme Ophélie plongée comme ça, et avec un commentaire très, très intéressant sur les différents types de fleurs du printemps et de l'automne qui sont présentes autour d'Ophélie. Donc c'est à la fois très, très savant, drôle, en même temps il y a un mélange de nostalgie et puis de cette d'un humour tout simple qui est très très frappant, qui fait une tension très très qui donne beaucoup d'énergie, je trouve, à cet album. On reconnaît la vague d'Okusai, bien sûr. Oui, c'est un album où l'élément eau est très présent. C'est la première fois que dans un de mes livres cet élément est présent. C'est le paysage. Bien sûr, le montagne eau, c'est l'énergie créatrice, l'énergie créatrice qui circule entre les deux. Et c'est bien sûr, je m'amuse avec cette expression, le monde flottant, qui est l'éphémère, etc. Et donc ça m'amusait que Soseki, il y a beaucoup d'eau. Soseki fait allusion à ce tableau d'une noyée. C'est inspiré de Shakespeare, bien sûr, mais ça m'amusait une fois de plus c'est un peu encore le pont des arts, c'est-à-dire qu'il y a des liens entre... Et aussi le pont entre les civilisations. En tant que comparatiste, faire ce rapprochement entre peinture occidentale, l'Ophélie de ce pré-raphaélite Millet, et puis la peinture japonaise, c'est assez frappant et ça me touche aussi personnellement. Et ce dialogue entre les civilisations est très beau, je trouve, et entre les techniques esthétiques me paraît vraiment très frappant. Et cette Ophélie Millet, elle est présente aussi dans la légèreté, déjà, parce que c'est l'image de la noyade. Oui, c'est ça, une fois de plus, le recours à l'art, littéralement. Ce leitmotiv quand même des œuvres d'art qui apparaissent mais régulières dans vos œuvres, comme étant des points d'ancrage au bout du compte de je dirais pas la réflexion de la pensée, pensée par l'image, en fait. Oui, complètement. Oui. C'est quelque chose dont je ne peux me défaire. Dans les grands espaces, je disais qu'en voyant le Louvre pour la première fois, j'avais eu l'impression de voir une seconde maison. Enfin, les murs étaient aussi épais que les murs de la vieille maison de campagne où j'ai passé mon enfance. Enfin, il y avait une proximité, une familiarité. Les musées ne m'ont jamais impressionné. En effet, je trouve des points d'ancrage dans chaque tableau de chaque musée. Enfin, c'est une aide... pour comprendre le monde, finalement. C'est vraiment, j'ai besoin de passer par les artistes pour comprendre le monde. Oui. Je voulais terminer un peu par le début, de cette manière, à savoir par les maîtres, non pas cette fois-ci dans la peinture, mais dans la BD, et ceux qui vous inspirent, ou ceux qui me semblent vous inspirer. Il y en a 3 que je vais citer, et après vous commentez comme vous voulez. Il y a Quentin Blake, que vous avez cité, le dessinateur de Roald Dahl, mais qui lui-même a une œuvre d'illustrateur de jeunesse, pour qui vous avez fait un hommage ici. C'est dans quel journal? C'était dans Charlie Hebdo. Je l'avais rencontré en 2013. J'étais allée le voir dans son atelier. Il avait une maison. Il l'a revendue en Charente-Maritime. Et voilà, donc on avait parlé littérature. On avait parlé de Flaubert, de Balzac. Il aime beaucoup Voltaire. Ouais. Il aime beaucoup aussi Cyrano, l'auteur. Il y a quasiment que les Anglais qui sont voltairiens, qui osent l'être encore. Et je trouve que cette couverture du bateau vert de Quentin Blake, il y a quelque chose quand même qui se rapproche de ce que vous faites aussi. Bon, cet attrait pour le vert. Oui, ça me touche beaucoup ce que vous montrez là, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette couverture et j'ai dû la voir enfant et elle s'est peut-être logée quelque part dans ma tête. Mais Quentin Blake reste l'illustrateur extraordinaire. Oui, je parlais de la grâce au début, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose d'une douceur, une espièglerie, une magie, quelque chose d'extrêmement généreux.
Il est aussi, enfin le peu que j'ai pu connaître de lui, il est doux, il s'intéresse aux autres, c'est quelqu'un de très ouvert. Je le trouve très, très émouvant, il est très inspirant, il a inspiré de nombreux illustrateurs. C'est de la magie, là. Ce qu'il fait, c'est juste de l'encre et de l'aquarelle. Alors ça, vous avez parlé aussi de Tom Ungerer, qui est un peu très différent dans la... Très différent, beaucoup plus. Vraiment, c'est la puissance incarnée, Ungerer. C'est vraiment, il écrase beaucoup. Mais je vous trouve plus proche quand même de Blake. Alors c'est un retour, c'est vraiment un lien avec l'enfance, parce que j'ai tellement aimé Quentin Blake dans l'enfance, c'est-à-dire que son dessin, a priori, n'est pas facile. On le voit, il y a quelque chose comme des brindilles un peu éparpillées comme ça, et qu'il faudrait rassembler pour lire le dessin. Et j'ai eu l'impression de petite que j'ai tout de suite compris ce langage. Comme beaucoup d'enfants, il a un succès fou. Et ça m'a accompagnée. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il me prenait au sérieux, c'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de fournir des images mièvres pour que je comprenne l'histoire. Il faisait un dessin qui lui ressemblait, comme il était. A priori pas très accessible, et pourtant c'était une porte d'entrée vers un monde imaginaire absolument génial. Et il a bien sûr illustré Roald Dahl. Roald Dahl, ce sont des textes extraordinaires pour la jeunesse, quoi. Ça peut être très dur, ça peut faire peur, c'est toujours très drôle, c'est très anglais, c'est un délice de lecture. Donc Roald Dahl, surtout Quentin Blake, oui, c'est vraiment un... Et puis deux références françaises évidente pour moi, une qui est tout à fait évidente, peut-être pas la peine de commenter, mais qui est Claire Bretéché, parce que la façon dans le strip, scène de veille hormonale, on y retrouve beaucoup des frustrés à certains égards, il y a des scènes qui se ressemblent. Et peut-être moins évidente pour vous, mais qui m'avait frappé, c'est Jean-Jacques Sempé, dans la manière de représenter souvent chez Sempé des petits personnages dans un grand espace. Mais ce qui m'a frappé, j'ai essayé de trouver des exemples de ça chez Sempé. Donc il y a celui-ci où il y avait ce personnage qui s'apprête à plonger dans sa piscine. Visiblement, c'est un milliardaire. Et puis un autre où là, c'est une jeune femme qui pourrait vous ressembler, une jeune fille qui est sur l'herbe. Mais ce qui me frappe quand on compare avec les images équivalentes chez vous, il y a toujours cette idée effectivement du petit individu qui est pris dans la nature, c'est que là, c'est dans les grands espaces. Oui. C'est une superbe double planche, où là, vous avez ce petit personnage qui est le personnage jeu, le pronom personnel, comme on l'appelle, grammatical, la première personne. Mais alors, vous êtes pris dans un paysage traité de manière très réaliste, à la différence de ce qu'on voit chez Sempé, où le décor n'est pas traité de manière réaliste, on est vraiment dans le même type de dessin. Là, il y a une autre technique que vous employez pour le personnage et pour le décor, et ce qui crée une tension. Votre dessin est vraiment dans la tension. Et beaucoup moins de sentiment de satisfaction de soi qu'on a dans les personnages de Sempé, qu'un sentiment un peu d'inquiétude, mais d'une sorte de sacré, de cette manière, au sens païen du terme, sacré devant les puissances de la nature qui sont là, et de fascination, de vénération. Et ça, c'est lié aussi, alors, non seulement à la disposition de l'ensemble, on voit la maison de vos parents dans un coin, je crois, mais c'est aussi à la technique que vous employez, qui fait que vous ne faites pas une avec le paysage, vous êtes devant le paysage. Oui, c'est certain. Je crois que les grands espaces, comme La légèreté, un peu moins La jeune femme et la mer, mais je crois que ce sont des albums de réparation. Pas que, hein, ce sont des histoires qui se lisent en dehors de ce qui s'est passé à Charlie. Mais quand je les ai écrits, il y avait ça quand même. J'avais besoin de me fondre dans le paysage. Je parlais du problème d'identité après l'attentat. Il a fallu que je retrouve une identité. Et ce jeu... j'ai eu besoin de le mélanger au paysage. J'avais besoin le paysage, ce qu'on appelle la nature. Bon, la nature, ça recouvre beaucoup de choses, mais si tant est que la nature, ça va être cette campagne, c'est-à-dire des arbres, des champs, des prés, des choses que j'ai vues enfant. Cette nature, c'est une puissance créatrice, c'est une puissance de vie. Donc j'avais absolument besoin de me fondre dedans et de la dessiner, une fois de plus, pour prouver. J'ai l'impression que le dessin, c'est la preuve que la vie est là. C'est vraiment un mouvement qui est en train de se faire. J'avais besoin d'être
embrasser, je parlais de l'étreinte aussi, ben voilà, le paysage, ce paysage qui m'entoure, qui m'embrasse, c'est une étreinte. Et là aussi, c'est la même genre, mais alors là, il y a peut-être enfant, enfin le personnage est enfant, et le paysage, les arbres sont traités au pastel ou au crayon. Non, c'est du crayon, et ça, je m'inspire d'une Sanguine de Fragonard. Voilà, tout à fait, on reconnaît ça, mais il y a ce grain du papier qui apparaît sur l'impression de l'album, qui fait quasiment, alors je vais employer un mot savant dans le Collège de France, donc on a le droit, c'est une métalepse, c'est-à-dire que ça nous fait changer de niveau. On n'est plus seulement dans la représentation, mais on passe du côté de votre atelier, c'est-à-dire qu'on voit la technique que vous employez et on voit la qualité du papier avec son filigrane qui apparaît sous le crayon de couleur. Et donc ça vous fait rentrer en quelque sorte, en tant que lecteur, dans votre atelier. On vous voit en train de tracer ces arbres. Ça, c'est formidable, alors que ça n'a pas été conscient. C'est-à-dire que le dessin était fait sur un papier, en effet, à ce grammage, papier arche, très, très, très beau. Et cette technique m'a convenu à ce moment-là, et donc je l'ai intégré en sachant que ce papier était très différent de tout le reste de l'album, et je l'ai intégré. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font instinctivement dans un livre. J'en parlais pour la Diseuse de Bonaventure, etc. Il y a des scènes qu'on insère sans trop savoir. On les lâche comme on lâcherait une bouteille à la mer, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pas complètement, parce que je sais que ce dessin vient évidemment à un moment donné faire une pause dans le récit. Enfin, voilà, tout est aussi réfléchi. Mais j'aime bien ce mélange entre... Moi, j'ai utilisé une expression pas du tout Collège de France, mais plutôt très à la mode, le lâcher-prise. C'est pas du tout Collège de France. Il y a ce mélange entre le lâcher-prise et le fait de tenir son récit et son dessin. Mais pour en revenir à Sempé, c'est vrai qu'il y a chez Sempé un art de l'épure qui est magistral, et il lui-même dit on lui dit souvent que ses personnages sont petits, mais il dit mes personnages sont pas petits, c'est le monde qui est grand. Moi, Sempé fait partie de mes maîtres, hein, vraiment. Là aussi, on est très très nombreux chez les dessinateurs à s'en inspirer. L'art de l'épure, je crois que je l'aime beaucoup. J'en ai abusé dans Charlie Hebdo, en fait, dans le dessin de presse, j'ai l'impression. Il ne faut pas s'embarrasser du superflu, il faut aller droit au but, etc. Donc, pendant des années, à Charlie, mais même dans d'autres journaux, hein, voilà, il n'y avait pas trop de décors, il y avait juste les personnages et caricatures, il fallait que ça aille vite. En quittant le dessin de presse, en cessant d'en faire, et en prenant de nouveau le temps de faire de la bande dessinée, je redécouvre en fait le dessin. Je vous disais que je continue d'apprendre le dessin, et je redécouvre certaines techniques. Et c'est vrai que je m'exerce, ou je prends un certain plaisir à peupler mes images et aller... Alors, les personnages restent épurés, parce que ça, c'est quand même... Si je parlais d'expression des personnages, c'est quelque chose d'expressivité. Mon dessin repose là-dessus, donc ça, il faut que je le conserve. Une forme de spontanéité qui aussi se maîtrise, hein, mais tout est paradoxal. Mais autour de ces personnages épurés, j'ai besoin d'entendre le vent dans les feuilles, et d'entendre le bruit de l'eau, de sentir les écorces des arbres. J'ai besoin de toute cette matière. Voilà, pour peut-être être moins seul. Être auteur de BD, c'est très seul. Bon, je ne suis pas seule ce soir. Non, je trouve que c'est une très belle conclusion. La dernière image, c'était l'image de l'exposition. Encore un arbre. Voilà, un arbre. Et quasiment, cette conversation était un peu une sorte d'exposition en mouvement. Nous sommes commentés. Voilà, je trouve. Moins seul, effectivement, moins seul avec la nature que vous peignez, dans laquelle vous vous représentez. Vous êtes assis sur l'arbre, sur la branche. Oui, c'est-à-dire que c'est l'opposé de la branche être assis sur la... vous m'avez compris. Ce qui est la branche sur laquelle on est assis. Voilà, c'est le contraire. Littéralement. Merci. Merci à vous. Beaucoup, merci.